Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Maxime Michelot, chef de projet chez Crystal Chain et je serai l'animateur de ce webinaire sur le thème de la blockchain au service de l'économie circulaire. C'est un plaisir pour moi d'animer ce webinaire aujourd'hui et d'être présent avec vous, même à distance, alors malgré les circonstances, et je vous remercie tous pour votre participation. Je remercie également nos experts qui interviendront, Antoine Lefebvre, Catherine Chevauché et Sylvain Cariou. Il est l'heure dépassée de 5 minutes. Je vous propose que l'on commence sans plus attendre. Pour cela, je vais donner la parole à Catherine Chevauché. Catherine, bonjour. Vous êtes responsable changement climatique et économie circulaire chez Suez. Vous êtes donc chargée d'identifier le plan d'action de Suez permettant d'atteindre sa neutralité carbone à long terme et de réduire ses émissions à court terme de 45%. Vous pilotez par ailleurs les travaux internationaux ISO, qui rassemblent plus de 80 pays et qui ont pour objectif de publier des textes consensuels sur le sujet, les fameuses normes ISO. Ce travail que vous réalisez au sein de l'AFNOR consiste à donner une définition de l'économie circulaire, comment transitionner d'un modèle linéaire à un modèle circulaire et comment mesurer la circularité. Pour démarrer, Catherine, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'économie circulaire et pourquoi c'est si important? Oui, tout à fait. Merci Maxime. Bonjour et bonjour à tous. Oui, alors effectivement, l'économie circulaire, on a souvent une vision centrée sur la gestion des ressources quand on parle d'économie circulaire, qui est liée à la quantité disponible et finie de ces ressources. L'économie circulaire va bien évidemment au-delà de ça. Elle intègre les aspects sociétaux et elle intègre, bien sûr, comme son nom l'indique, les aspects économiques. Donc, pour étendre un petit peu la vision qu'on a de l'économie circulaire, il faut considérer la chaîne de valeur, en fait, dans sa globalité, quand on produit, qu'on fabrique quelque chose, et considérer que le fait que chaque acteur de la chaîne compte. La chaîne de valeur amont, avec la façon dont on achète les matières premières, si possible secondaires, la façon dont on conçoit nos produits, nos services, de façon à favoriser le réemploi, le recyclage, la façon dont nous interagissons avec tout l'écosystème de partenaires qui nous entourent et qui sont sur cette chaîne de valeur. Et c'est aussi prendre en compte la chaîne de valeur aval et la façon dont les consommateurs utiliseront les produits pour favoriser, par exemple, la réparabilité. Donc on le comprend, on touche là, avec l'économie circulaire, à nos modes de production, à nos modes de consommation, on les veut plus responsables et donc on touche à nos modèles économiques. Ah, effectivement, dans ce que vous dites, Catherine, on comprend que l'économie circulaire a une vocation universelle. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe un petit peu en dehors de France? Oui, bien sûr, l'économie circulaire est un concept qui a déjà plusieurs années, hein, une grosse dizaine d'années, qui se diffuse dans tous les pays actuellement et qui a émergé, donc il y a ces quelques dizaines d'années, une dizaine d'années, qui a émergé via la fondation Ellen MacArthur en Angleterre. Et maintenant, l'Europe s'en est emparée, le monde s'en est emparé. En Europe notamment, on a le Green Deal avec son plan d'action économie circulaire qui promeut le fait de pouvoir réduire l'utilisation des ressources en amont pour les réutiliser au maximum ensuite. On a aussi au niveau européen la taxonomie qui est en train de se mettre en place. Cette taxonomie permettra aux investisseurs d'investir dans des activités jugées vertes. Et comment on jugera qu'elles sont vertes? Elles devront prendre en compte le changement climatique, mais aussi mettre en œuvre des solutions d'économie circulaire. Et là, on a des exemples très concrets de ce que l'économie circulaire peut être. Quand on consomme de l'eau en bouteille, par exemple, cette bouteille de plastique peut être recyclée quand elle est bien triée et qu'elle retourne dans les usines de recyclage pour être à nouveau reformée en bouteille et ré-remplie. Alors effectivement, à travers ces exemples, on aurait tendance à assimiler économie circulaire et lutte contre le dérèglement climatique. Quelle différence il y a entre ces deux notions? Alors, vous avez raison, les notions ne sont pas les mêmes. L'économie circulaire n'est pas équivalente à la lutte contre le réchauffement climatique, mais elle y contribue fortement. En effet, l'enjeu de l'économie circulaire est de lutter contre l'épuisement des ressources. Et donc, si on lutte contre l'épuisement des ressources, on peut supposer qu'on consomme moins d'énergie et qu'on va vers des choses plus sobres. L'économie circulaire doit aussi contribuer au développement durable en général, donc lutter au changement climatique.
Et en Europe, le Green Deal non seulement promeut l'économie circulaire, mais promeut également la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire global européen de 50% d'ici à 2030 et la neutralité globale d'ici à 2050. La neutralité à horizon 2050, on comprend que c'est une promesse très ambitieuse et donc un parcours qui est probablement semé d'obstacles. Pour atteindre cette neutralité, quels sont les défis auxquels l'économie circulaire doit faire face? Alors, l'économie circulaire doit relever plusieurs défis. On a des défis qui sont des défis environnementaux. On a des défis qui sont économiques et puis on a des défis sociétaux, bien sûr. Donc, l'économie circulaire, son principal défi, c'est de considérer l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, un écosystème dans lequel on doit produire, utiliser, réutiliser, gérer une fin de vie qui ne serait plus une fin de vie, mais qui serait le début d'une nouvelle vie pour boucler les boucles d'un point de vue matière, par exemple. Donc, avoir une perspective de réduction de réflexion sur le cycle de vie. L'économie circulaire, un autre défi, c'est de repenser les relations, le mode collaboratif qui devra accompagner le passage de l'économie linéaire à l'économie circulaire. Et ça inclut aussi des moyens tels que la digitalisation, tels que aussi le meilleur partage, la meilleure façon de gérer les données, de façon à ce que tous les acteurs autour d'une chaîne de valeur puissent accroître l'efficacité de la ressource, de la gestion de ces ressources et de la gestion de ces matières. Donc l'économie circulaire signifie un grand changement de mentalité, un grand changement de modèle économique. Et en fait, c'est promouvoir une vision économique à long terme, à contrario d'une vision économique très court-termiste de notre modèle actuel. Une vision court-termiste, donc on comprend qu'il faut aller plus loin, il faut dépasser le modèle actuel. Certains mettent déjà en œuvre cette vision à long terme aujourd'hui. C'est le cas de Suez, qui est entre autres premier fournisseur d'eau privée dans le monde. Et Suez est au cœur de ces sujets. Et pour approcher, comprendre les projets menés par Suez, Antoine Lefeuvre est avec nous. Antoine, bonjour. Vous êtes le PDG de 3C, l'entité Suez qui vise à façonner un environnement durable pour les citoyens, les consommateurs et les entreprises grâce à des solutions numériques telles que Circular Chain, la première blockchain de l'économie circulaire. Alors, pour retracer très rapidement votre parcours, avant de rejoindre Suez, vous avez cofondé Traveldoo, une société de technologie de pointe axée sur la fourniture d'applications à forte valeur ajoutée pour simplifier et optimiser la gestion des déplacements et des dépenses. Et vous avez occupé le poste de vice-président des Customer Services au sein de cette entreprise. Vous êtes un défenseur des solutions technologiques et durables et vous déployez votre énergie pour accélérer leur déploiement et pour avoir un impact positif sur la planète. Alors Antoine, quelle est l'expertise de Suez finalement dans le domaine de l'économie circulaire et des solutions digitales qui y sont appliquées? Oui, bonjour à tous, bonjour Maxime. Pour faire le lien avec ce que disait Catherine, il y a une urgence hein. Aujourd'hui. Pourquoi le sujet de l'économie circulaire est central? C'est une urgence. Juste quelques chiffres qu'on peut partager aujourd'hui, j'en retiendrai trois. Sur les 50 dernières années, on consomme 3 fois plus de ressources de la planète pour répondre à l'accroissement de la population, à nos modes de consommation. Il y a un rapport en tout début d'année qui a mesuré la circularité du monde, qui indique que sur les 100 milliards de tonnes de ressources annuelles, on a environ 8,6% qui sont renouvelés ou issus de l'économie circulaire. Donc, ça permet de mesurer le chemin qui reste encore à parcourir pour limiter, pour éviter l'épuisement en fait, des ressources naturelles. Et le dernier chiffre, mais qui corrobore les deux premiers, c'est qu'on considère qu'en 2020, on aura consommé l'équivalent de 1,6 planètes. Donc on voit tout de suite qu'on vit à crédit et qu'il est urgent d'agir. Ça fait partie, bien sûr, vous l'avez rappelé dans la présentation de Suez, des missions fondamentales de Suez d'intervenir dans la transition écologique. Et donc Suez, parmi ses métiers, agit pour l'économie circulaire.
notamment au travers de ces métiers traditionnels, hein, la collecte et le traitement des déchets. En 2020, pour vous donner des ordres de grandeur, c'était plus de 4 millions de tonnes de matières premières secondaires, donc la matière première produite à partir de déchets, qui ont été réinjectées par Suez dans l'économie circulaire. Dans le cadre de l'énergie aussi, puisqu'on produit de l'énergie à partir des déchets, Suez aura produit en 2020 un peu moins de 9 TWh. Pour vous donner un ordre de grandeur, une tranche de centrale nucléaire, c'est 7 TWh. Donc, c'est nettement plus qu'une tranche de centrale nucléaire. Et puis, dans l'eau, autre métier traditionnel de Suez, c'est plus de 1200 millions de mètres cubes d'eau réutilisable qui a pu être produit. Donc, on agit au travers, bien sûr, de nos métiers traditionnels, mais pour répondre aussi à l'urgence, on souhaite bien sûr utiliser l'innovation pour accélérer. Donc, on a lancé depuis plusieurs années des grands programmes d'innovation avec des investissements substantiels pour agir fortement sur les différentes étapes de l'économie circulaire. Donc, quelques exemples. L'économie circulaire, comme le rappelait Catherine, ça commence dès le design du produit, hein. On pense souvent à l'économie circulaire par rapport aux déchets, mais dès la conception du produit. Et donc, on accompagne des grands groupes ou des marques à faire des produits qui seront vraiment recyclés. Pourquoi j'insiste sur le vraiment? C'est qu'aujourd'hui, par exemple, via des certifications qu'on peut apporter, on peut s'assurer que, et pour reprendre l'exemple de la bouteille citée par Catherine, que lorsqu'elle arrive dans des centres de tri, telle bouteille qu'on identifie avec des codes barres est vraiment recyclée et ne fait pas l'objet d'un refus. Il y a X raisons qui peut arriver à un refus, donc ça va permettre, en mixant l'expertise et la donnée, de pouvoir sortir des métriques et qualifier ce qui peut être trié. On accompagne aussi, on aide les collectivités à accompagner les citoyens vers un meilleur tri. L'une des premières étapes, je dirais, du déchet, c'est d'abord d'être trié. Et le digital peut aider en ça, en aidant et en fournissant la bonne information au bon moment et de façon très simple. À titre d'illustration, on a lancé notamment avec la métropole de Dijon en décembre dernier, donc il y a un peu plus d'un mois, l'application Mon Service Déchets qui, en un clic et en scannant le code barre d'un n'importe quel produit, vous donne la consigne et ce que vous pouvez faire de ce produit en fin de vie le plus simplement possible. Et puis, on a aussi acquis la conviction que la traçabilité de la chaîne logistique qui va du déchet, qui transforme ce déchet en matière première, est devenue un enjeu majeur. Et c'est là où justement on a souhaité aller plus loin dans l'économie circulaire. Alors avant de creuser ce sujet sur la traçabilité, justement, vous parliez d'un exemple qui est très évocateur, qui est celui du recyclage de la bouteille d'eau. Nous, c'est vrai qu'en tant que particulier, chez nous, lorsque l'on met une bouteille en plastique au tri sélectif, on s'imagine que cette bouteille va être recyclée à 100%. Et il semble que ce ne soit pas le cas. Alors, je suppose qu'opter pour un modèle d'économie circulaire nécessite finalement de modifier nos organisations en profondeur. Catherine, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les freins pour mettre en place des projets d'économie circulaire aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, vous l'avez dit, hein, les freins, en fait, les freins sont de différents ordres. Alors, on a des freins économiques parce que il faudrait que la matière recyclée ne coûte pas plus cher que la matière vierge, de façon à promouvoir une quantité de matière recyclée mélangée avec du vierge potentiellement ou pas, mais en tout cas que l'équation économique soit favorable pour la partie recyclée, ce qui n'est pas forcément le cas. Après, il y a des enjeux aussi de réglementation, des enjeux sanitaires, de conformité, parce que finalement, on parle beaucoup de déchets, mais le déchet n'est plus un déchet, mais devient quelque chose de réutilisable. Donc, on voit bien qu'il y a tout un enjeu réglementaire autour de ça, du déchet qui devient un produit. Il y a une complexité aussi, troisième enjeu, il y a une complexité à gérer une chaîne de valeur, parce que c'est beaucoup d'acteurs qu'il faut aligner. Je parlais
parlé tout à l'heure d'avoir cette pensée cycle de vie, donc des acteurs autour d'une chaîne de valeur à aligner. Comment faire ça? En échange, en partage de données, échange de données entre eux et donc confiance sur les données qui sont partagées. Entre celui qui fabrique cette matière recyclée, celui qui va la transformer pour en faire un nouveau produit, une nouvelle bouteille par exemple, puis après le consommateur qui va l'utiliser. Et puis c'est aussi des modifications dans les changements de comportement de nous tous pour être plus en faveur de ces matériaux et de ces produits qui sont issus de matières recyclées. Donc finalement, on voit qu'on est face à des choses complexes et qu'il faut qu'on ait un peu de confiance entre nous par rapport à un partage de données, par rapport à une certaine traçabilité de l'ensemble de ces matières-là. Vous parlez d'outils, Catherine. Les outils, justement, c'est quelque chose d'absolument fondamental. L'homme a toujours su se doter d'outils pour faire face aux enjeux de son temps. Sur quels outils vous travaillez et comment les mettez-vous en œuvre finalement? Avant de parler d'outils, effectivement, quels sont les deux enjeux et pourquoi et comment on a sélectionné les outils pour répondre à ces enjeux et pour rebondir sur ce que disait Catherine, je pense que le mot important est effectivement la confiance. Lorsqu'on prend un déchet et qu'on veut en faire une nouvelle matière première, secondaire, qui va retourner, je dirais, dans la production et auprès des consommateurs, les marques et les consommateurs attendent de la confiance dans ce produit. Donc, c'est un élément extrêmement important. Et puis, la confiance, c'est aussi un élément qui donne de la valeur à un produit. Catherine le rappelait, peut-être que le problème numéro un de l'économie circulaire, c'est le modèle économique qui fait que des matières premières secondaires, donc recyclées, peuvent coûter plus cher que de la matière vierge. Donc, il y a ce premier élément, c'est l'enjeu de la confiance dans la matière première secondaire. Le deuxième élément qu'a très bien illustré Catherine, c'est une coopération plus grande entre les acteurs qui mettent en œuvre cette traçabilité. C'est souvent des filières nouvelles. Il y a quelques temps, il y a 10 ans, on ne parlait pas encore d'économie circulaire. Le fait de dire maintenant qu'on va appliquer une logistique aux déchets pour en fin de matière, c'est souvent sujets qui sont, comme l'a rappelé Catherine, relativement nouveaux, qui n'ont pas été forcément pensés pour être recyclés avec des filières organisées et donc avec un certain niveau de complexité. Pour adresser cette complexité, ça demande une capacité à avoir plus de coopération entre les différents acteurs. Et donc, quand on fait la somme des deux piliers quelque part, entre plus de confiance et plus de coopération, c'est là où on a effectivement automatiquement pensé à la blockchain qui répond à ces deux enjeux, comme on l'a pu voir dans d'autres industries. Vous évoquez la blockchain, Antoine. Nous allons pouvoir entrer au cœur du sujet avec un expert en la matière, Sylvain Cariou. Vous êtes enthousiaste de la technologie blockchain et des nouvelles possibilités de décentralisation, de transparence et d'amélioration de la confiance que cette technologie permet. Vous avez fondé avec plusieurs associés la société Crystal, dont vous êtes le président, dans l'optique d'exploiter les possibilités que cette technologie permet dans les applications non financières. Alors, vous présidez également la commission blockchain à l'AFNOR, qui représente les intérêts de la France et de l'Europe dans les travaux internationaux de la collaboration à l'ISO. Sylvain, bonjour. Pouvez-vous nous dire ce qu'est la blockchain? Bonjour Maxime, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et que nous ne voyons pas, malheureusement. Donc la blockchain, c'est très simplement, en fait, c'est une technologie qui permet de stocker et de transmettre de l'information. Les informations sont enregistrées sous forme de blocs qui sont liés, chaînés les uns aux autres. C'est pour ça que ça s'appelle de la blockchain. Ce sont des blocs chaînés. Et donc, ces informations sont stockées sur différents serveurs qu'on appelle les nœuds. Et chaque participant à une blockchain héberge un serveur, et donc un nœud, et les informations qu'il y a dessus. Donc finalement, les informations sont chaînées et par cette manière inviolable, non modifiable, et chacun peut en avoir une copie. Donc on ne dépend pas d'un tiers qui serait un tiers de confiance, qui hébergerait toutes les données, mais chacun en a une copie. Donc c'est une forme de confiance décentralisée.
confiance dans tout le système qui a été mis en place avec cette blockchain. Alors, confiance, transparence, cela va souvent de pair, effectivement, avec la blockchain. Pourquoi est-ce que ces notions, Sylvain, sont aussi souvent associées? Alors, je vais juste faire une remarque de contexte. On est, depuis quelques années, et ça va durer encore, dans une ère de digitalisation du monde. C'est-à-dire que toute la réalité physique, nos échanges, ont une copie numérique qui est stockée quelque part dans un serveur. Alors, parfois mis en commun, parfois pas. Donc, toutes les solutions digitales qui sont développées, ce sont des solutions qui permettent de capter un événement, une donnée, de la mettre en forme, éventuellement de la vérifier et de la partager. Alors, je vous ai dit ça, ça a l'air très simple, mais en fait, quand on va dans le concret, il y a beaucoup de difficultés. Les données sont souvent très éparses, elles sont à des endroits très différents, elles sont stockées de différentes manières, et difficilement partageables parce que déjà, il faut les récupérer, et ensuite, il faut bien comprendre le sens qu'a la donnée. Les données peuvent être mal décrites ou sujettes à interprétation. Donc, toutes ces difficultés, et puis modifiables aussi, si quelqu'un peut enregistrer une donnée qui peut être modifiée derrière, sans en avertir tout le monde. Donc, toutes ces difficultés érodent la confiance au sein des gens qui utilisent ces données. Et dans le cadre de Crystal Chain, on parle de filière. Une filière, c'est un ensemble d'acteurs qui opèrent dans un même écosystème, comme une filière de recyclage, une filière de l'agroalimentaire. Donc, tous les gens qui ont intérêt à partager des informations aussi sont gênés par la confiance relative qu'ils peuvent avoir dans ces données. Alors, justement, la blockchain, c'est une technologie qui permet d'apporter plus de confiance entre les acteurs. Alors, c'est pas la solution miracle, parce que il n'y a pas de solution miracle, mais ça permet d'améliorer grandement les choses. Vous comprenez que si vous partagez des données et que vous savez que les données sont répliquées au sein de tout le monde, qu'elles peuvent pas être modifiées, ça améliore grandement la confiance. Et c'est aussi un moyen, comme il n'y a personne qui prend le pouvoir par rapport aux autres, c'est un moyen de mettre plusieurs personnes autour de la table qui se disent « nous allons partager des données, nous allons collaborer ensemble pour améliorer, par exemple, la traçabilité de notre filière de recyclage. » Donc la blockchain, c'est un peu une technologie qui permet de déclencher ça, c'est-à-dire des discussions entre des acteurs pour la mise en commun de données. Une technologie qui permet de favoriser la confiance entre les acteurs, les organisations, tout sauf une technologie standard finalement. Quelle est la différence entre la blockchain et une technologie plus conventionnelle, Sylvain? C'est ce que je viens d'expliquer en quelques lignes, mais je veux bien approfondir parce que le sujet est important. Dans une technologie standard, c'est-à-dire une base de données, en général, elle est hébergée par un des membres de la filière ou par un prestataire. Mais on n'a pas la maîtrise sur ce que cette personne fait. Alors bien sûr, le prestataire ou le membre qui héberge les données peut avoir un contrat de service avec des engagements, mais la confiance est limitée. Là, l'intérêt, c'est que on ne dépend pas d'une personne sur cette confiance-là. La confiance est générée par le système en lui-même, avec ces données partagées à l'identique entre toutes les entités. Alors, nous parlons de blockchain, je me permets donc d'évoquer un parallèle avec le Bitcoin. Quel est le rapport entre blockchain et Bitcoin, Sylvain? La blockchain, c'est une technologie. Le Bitcoin, c'est une application. J'allais dire comme le GSM est une technologie et le smartphone est l'application de la technologie GSM. C'est-à-dire que, effectivement, la blockchain a été inventée à l'occasion de l'invention du Bitcoin. Et jusqu'à il y a quelques années, c'était la seule application de la blockchain. Maintenant, il y a beaucoup d'autres technologies blockchain, de variantes de cette technologie qui ont été développées, et bien sûr, une infinité d'applications qui utilisent la blockchain, au-delà du Bitcoin. Cette technologie... En fait, pardon, Maxime, vas-y. Je vous en prie, allez-y, finissez. Alors, il y a deux types d'applications dans la blockchain. Il y a les applications, je dirais, de type financier, c'est-à-dire les crypto-monnaies, la gestion d'actifs, et puis les applications de traçabilité. Traçabilité au sens large, c'est-à-dire la traçabilité de produits, la traçabilité d'événements, la notarisation d'informations. Alors, effectivement, cette technologie a tout de l'outil formidable, mais j'imagine que cela ne va pas sans les critiques. Le coût énergétique, par ailleurs, est souvent sévèrement critiqué, mais qu'en est-il vraiment finalement? Alors, c'est vrai de la première version de cette technologie, qui est toujours utilisée par le Bitcoin et d'autres applications, parce qu'elle consomme beaucoup d'électricité pour faire tourner les microprocesseurs qui font fonctionner la blockchain. Et puis, comme dans toute technologie, à chaque fois qu'il y a un frein, une difficulté, on va trouver des solutions. Et en fait, il y a d'autres variantes de cette technologie blockchain qui ont été développées depuis.
qui permettent d'avoir les mêmes bénéfices, c'est-à-dire de confiance dans la donnée, sans les inconvénients, c'est-à-dire la consommation énergétique. Alors chez Crystal Chain, on est très sensible à ça, puis nos clients comme Suez sont aussi très sensibles à la consommation énergétique. Donc on utilise une variante de cette technologie qui s'appelle Proof of Authority dans une blockchain privée, et cette variante consomme extrêmement peu d'électricité comparée à la blockchain du Bitcoin. Et très concrètement, quelles industries utilisent aujourd'hui la blockchain dans ce domaine de la traçabilité? Quelles sont les industries qui l'utilisent concrètement au quotidien? On en entend beaucoup parler, mais c'est dur de toucher du doigt finalement ces usages-là. En fait, potentiellement, toutes les industries, tous les secteurs peuvent être intéressés. Parce que de toutes ces industries, dans tous ces secteurs, il y a des problèmes de confiance et de partage de données. Alors, les industries sur lesquelles Crystal Chain travaille, et puis c'est aussi les industries sur lesquelles il y a le plus de développement d'applications, sont l'agroalimentaire, pour la traçabilité de produits, la sécurité sanitaire et l'origine des produits, la mode, le luxe et le textile, dans lequel nous intervenons aussi, l'économie circulaire, bien sûr, mais aussi l'industrie pharmaceutique, l'industrie lourde, les secteurs de l'énergie. Il y a même aussi des applications blockchain sur l'échange de crédits carbone. En fait, tout type d'application, on n'en est qu'au début. Et donc l'économie circulaire, finalement. Antoine, pouvez-vous nous dire qu'avez-vous fait concrètement de cette technologie blockchain? Quelle utilisation vous en faites chez Suez? Ça a été une démarche progressive et une montée en maturité progressive. La première chose qu'on a fait, c'est déjà on s'est inspiré quelque part de ce qu'a pu de l'utilisation de la blockchain dans d'autres industries. Sylvain le rappelait à l'instant, il y a certaines industries qui ont fortement avancé dans l'utilisation de la blockchain pour la traçabilité, et on a étudié, on a regardé des modèles notamment comme dans l'agroalimentaire où plusieurs acteurs de la chaîne de valeur se réunissent et parfois des concurrents pour ensemble améliorer une traçabilité. On a pu le voir bien sûr dans le secteur financier avec beaucoup de cas d'usage, mais aussi par exemple sur tout ce qui est le transport des céréales et autres. Donc ces modèles nous ont inspirés et nous ont permis de poser une vision et une intention assez forte de comment la blockchain pourra demain contribuer fortement à l'économie circulaire. Tout l'enjeu était passé de la carte au territoire et de la visio, je dirais, au pragmatisme. Et donc, on a commencé à identifier au travers des différents métiers de Suez différents cas d'usage sur lesquels la blockchain était pertinent. Effectivement, comme l'a rappelé Sylvain, il y en a de très nombreux sur lesquels elle peut s'appliquer. Ensuite, il suffit de trouver aussi les cas d'usage qui sont les plus pertinents et qui peuvent se mettre en place et qui soient accessibles aussi le plus rapidement possible. Et on a choisi le cas d'usage du retour au sol de ce qu'on appelle les boues des stations d'épuration. Cas d'usage que nous avons d'abord expérimenté, notamment avec la technologie Crystal Chain, et puis que nous avons déployé, que nous avons transformé en une solution commerciale que nous proposons maintenant à nos clients pour augmenter la confiance et la traçabilité dans l'épandage des boues de stations d'épuration. Et puis la dernière étape, beaucoup plus récente, sur laquelle on a communiqué en fin d'année dernière, c'est convaincu voilà, de la pertinence en fait de la blockchain dans l'économie circulaire. Et puis après 18 mois, 24 mois d'expérience, de bonne compréhension et puis de montée en compétences, on a souhaité aller plus loin en lançant une plateforme qu'on a appelée Circular Chain pour couvrir demain d'autres usages que celui du retour au sol des boues de stations d'épuration. Le choix des boues d'épuration peut paraître surprenant, Antoine. Oui, alors de quoi parlons-nous déjà? Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question de ce que devenaient les eaux usées, en fait, vos eaux usées. Quelques points, quelques minutes là-dessus.
en fait, les eaux usées de chacun sont collectées et puis ensuite sont traitées dans une usine de traitement qu'on appelle une station d'épuration, dans laquelle on ressort deux choses. Un, de l'eau qui a été purifiée en quelque sorte et qui retourne dans l'environnement. Et puis, deuxièmement, ce qu'on appelle des boues qui ressemblent à de la terre, en fait, qui est en fait de la matière organique qui contient énormément de phosphore, de potassium, de carbone, et donc énormément de nutriments qui sont autant de fertiliseurs pour les sols agricoles. En France, on produit globalement 7 millions de boues, dont 70% retournent au sol, qui permet d'apporter au sol tous les ans 7 000 tonnes d'azote, 8 000 tonnes de phosphore. C'est autant d'azote artificiel évité, et c'est autant de phosphore minier, donc qui viennent de mines, qui ont été évités, et donc grâce à cette transformation. Donc c'est un cycle extrêmement vertueux. C'est une boucle locale également, puisqu'en fait, les boues des stations d'épuration sont généralement épandues autour des grandes collectivités. Mais c'est aussi une filière qui nécessite, qui est soumise à une réglementation extrêmement forte et stricte, qui se renforce, c'est une bonne nouvelle, d'année en année, et qui nécessite une traçabilité extrêmement forte. C'est pour ces raisons qu'on a voulu expérimenter la blockchain sur ce cas d'usage, à la fois parce que c'était, d'un point de vue environnemental, extrêmement bénéfique, et également sur lequel il y avait des vrais enjeux de traçabilité et réglementaire dans cette filière. C'est un projet qui a l'air absolument de très 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 grande ampleur, qui a l'air très ambitieux et qui doit rassembler justement beaucoup d'acteurs pour lui donner sa légitimité. Finalement, quels sont les acteurs d'un tel projet, Antoine? Alors, effectivement, il y a de multiples acteurs. Alors, il y a d'abord les acteurs du processus ou de la chaîne de valeur. Donc, si on prend l'étape, en fait, ça commence bien sûr à l'usine de traitement, donc ce qu'on appelle une STEP, une station d'épuration. Puis ensuite, les boues sont transportées. Donc, il y a également les transporteurs qui interviennent, sont stockés dans un lieu de stockage où elles sont analysées. Donc là, il y a des laboratoires qui interviennent également dans la blockchain. Elles sont ensuite entreposées plusieurs semaines avec des traitements qui consistent à mettre, comme par exemple de la chaux, pour également les purifier. Et puis, on fait appel ensuite à des entreprises spécialisées qu'on appelle les entreprises d'épandage agricole, qui vont transporter cette boue en bout de champ, et puis qui vont épandre ces champs conformément à un plan d'épandage réglementaire. Donc, vous avez bien sûr l'entreprise de travaux agricoles qui intervient, l'agriculteur qui a confirmé son accord pour l'épandage, et donc vous avez cette première chaîne. Puis il y a d'autres acteurs qui interviennent également, qui sont l'État, qui peuvent avoir accès à cette information. Vous avez bien sûr les clients de Suez qui sont en l'occurrence dans ces cas-là les collectivités, et puis vous pouvez avoir également les citoyens. Donc, entre la chaîne primaire et puis l'ensemble des acteurs, vous arrivez très facilement à 10-12 acteurs qui interviennent dans ce processus d'épandage des boues de stations d'épuration. Alors, je m'arrête un petit peu sur la notion de responsabilité qui semble absolument fondamentale dans un projet comme celui-ci, et qui est justement, on évoquait tout à l'heure la blockchain qui permet d'apporter confiance et transparence. On s'imagine qu'elle joue un rôle à ce niveau-là. Sylvain, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que les acteurs sont responsabilisés dans un projet comme celui-ci? En fait, c'est une question qui revient souvent, c'est-à-dire que oui, une fois que tu es dans la blockchain, on sait que ça peut pas être modifié et puis l'information est partagée, mais qu'est-ce qui prouve que la personne qui est enregistrée dans la blockchain n'a pas mis n'importe quoi? Alors,
ce qui se passe dans les projets qu'on mène, et notamment sur Circular Chain, c'est que chaque personne, chaque participant, donc qu'Antoine a cité notamment, vient enregistrer lui-même dans l'application les informations qui le concernent. Donc, il signe aussi ces informations. Si le laboratoire d'analyse délivre des analyses de boue, par exemple, il va les enregistrer directement. Donc, il est responsabilisé par rapport à ça. Dans tous ces projets de traçabilité, on connaît tous ces acteurs, hein, qui sont liés d'ailleurs par des contrats. Le transporteur est lié par un contrat avec Suez, qui est lié par un contrat avec la collectivité locale, etc. Donc, dans tous ces projets, que ce soit Suez ou d'autres, on édicte, nous, des règles en fait d'utilisation, et on indique ce qu'on attend de chaque participant, et aussi qu'est-ce qu'il peut faire des données. Parce que, bien sûr, vient aussi des histoires de confidentialité, parce que certains acteurs sont d'accord pour mettre les données, mais ils ne veulent pas nécessairement qu'elles soient publiques, parce qu'il peut y avoir des secrets industriels, des secrets économiques aussi. Donc, toute cette gestion des données fait l'objet de discussions en dehors de la blockchain, au niveau, j'allais dire, de la gouvernance de la blockchain, pour que les gens se mettent d'accord sur quels sont leurs engagements qu'ils ont par rapport à l'information qu'ils mettent et qu'est-ce qu'ils peuvent faire des informations. Et aussi, nous, chez Crystal Chain, de manière automatique, on fait de la vérification de cohérence des données. Et puis parfois, il y a un tiers qui peut vérifier la cohérence. On va vérifier, par exemple, que la quantité de boue qui arrive à un endroit, à un stock, est bien égale à terme à la quantité de boue qui en est sortie. Il n'y a pas des boues qui sont évaporées ou d'autres. Et comme cette question est critique, on vient de lancer un groupe de travail à l'AFNOR sur un projet de normalisation sur la certification des informations qui sont dans la blockchain, qui vise à dire une norme qui vise à dire que quand l'information est certifiée, vous avez la garantie que ce que vous voyez dans la blockchain est bien conforme à la réalité, entière et sans biais. Alors, Sylvain, cette technologie qui est centrale dans le projet Circular Chain est une technologie complexe qui semble difficile à aborder. Il a fallu une entreprise qui maîtrise parfaitement cette technologie pour apporter non seulement son expertise sur la technologie, mais également en termes de gestion d'un projet de traçabilité blockchain. Quel a été le rôle de Crystal Chain dans ce projet complexe mené avec Suez? Alors, on a mené le projet de manière conjointe avec Suez. Suez a l'expertise métier, ils connaissent parfaitement la filière. Nous avons une expertise de traçabilité, c'est-à-dire savoir bien finement identifier tous les flux de produits et les flux d'informations, aller voir où est-ce que l'information est et est-ce qu'elle est pertinente, la collecter et la restituer. Donc, ce genre de projet, il y a une première phase de compréhension et de spécification qu'on fait avec Suez, et ensuite une phase où on paramètre notre outil, Crystal Chain, pour qu'il puisse répondre à ces spécifications. Le projet, au total, enfin, ce genre de projet, donc en 2 phases, hein, ça dépend de la complexité, ça varie entre 2 et 6 mois. Ça peut être assez rapide, c'est plus long quand les chaînes sont complexes, peu digitalisées, où les gens travaillent encore sur papier, et ça peut être 2 mois si les chaînes sont plus simples et déjà digitalisées. Et ce qui compte aussi beaucoup, c'est la collaboration des participants. Ce que Suez a réussi très bien à faire, c'est faire venir autour de la table tous les gens qui participent à cette filière. Et les participants donc, qui participent à Circular Chain participent aujourd'hui à une échelle réelle. C'est un projet qui a été déployé dans une grande ville de l'ouest de la France. Antoine, nous serions très curieux de savoir quels sont les premiers retours des utilisateurs de cette plateforme. Alors, en quelques minutes, parce que je vois que le temps file et certaines questions arrivent sur le fil de questions. Alors, les retours des utilisateurs sont aujourd'hui extrêmement positifs. Les transporteurs y ont vu une façon différente de travailler et de planifier leurs interventions. Les personnes qui opèrent le site de traitement, ils ont une visibilité beaucoup plus forte maintenant sur l'ensemble de la filière et peuvent réagir beaucoup plus de façon beaucoup plus proactive. Et nous avons également des très bons retours de nos clients sur le temps
de mise à disposition de toutes ces données-là. Je pense qu'un élément important aussi qu'apporte la blockchain par rapport à des logiques de traçabilité qui sont déjà effectuées dans la plupart des processus, c'est que la blockchain permet d'accélérer le temps, une mise à disposition beaucoup plus rapide de l'information. Je pense que derrière votre question, Maxime, il y a aussi la capacité il y a la question aussi à comment faire adopter la blockchain. Le choix qu'on a fait chez Suez, c'est qu'en plus de s'équiper quelque part d'une technologie blockchain, c'est d'accompagner également cette technologie-là d'outils simples de capture de l'information sur site, notamment d'applications mobiles, et également d'une application de visualisation en fait des informations-là sur une base cartographique qui permet notamment à nos clients, les agriculteurs ou la collectivité, d'avoir une vue au niveau de la parcelle et donc très proche de leurs usages, ce qui nous a permis effectivement d'avoir une forte adoption dès le début de la blockchain et puis des différentes solutions digitales que nous avons mis en complément, je dirais, de la traçabilité blockchain. Dès le début, on s'imagine effectivement que il y a une ambition, une vision long terme derrière ce projet-là. Quelle suite souhaitez-vous donner à ce projet? Qu'est-ce qui est prévu finalement? Alors, je pense qu'il y a quelque part, il faut, et Sylvain l'a très bien dit tout à l'heure, on est codé tout au début de ce que la blockchain pourra ou apportera très certainement, je dirais, à l'économie circulaire à beaucoup de secteurs. Donc, on compare parfois, j'aime bien cette comparaison à ce qu'a apporté TCP et TCP/IP à l'Internet il y a 20 ans, et sans doute que la blockchain apportera la même chose à la propriété des données avec cette même capacité de transformation et des usages multiples qui restent à inventer. La façon dont on avance chez Suez, c'est une fusée à 3 étages. D'une part, il y a un cas d'usage qui est aujourd'hui réussi et on a pour vocation à le déployer le plus largement possible. D'autre part, c'est aussi d'explorer et de lancer de nouveaux cas d'usage sur de nouvelles filières. On y travaille. Et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire un webinaire très prochainement sur ces nouvelles filières. Et puis, la troisième chose qui est en lien aussi avec la vision qu'on a exposée tout à l'heure, c'est qu'on a conçu et on a travaillé avec Circular Chain pour avoir une blockchain ouverte qui permet aussi d'accueillir d'autres acteurs. La vision qu'on pose et le travail qu'on balise, c'est aussi d'avoir un écosystème qui soit plus large, avec une gouvernance toujours plus grande, et donc de travailler avec d'autres acteurs de notre filière ou de filières de recyclage pour constituer demain ces gouvernances modernes, powered by blockchain. Voilà, et c'est quelque part le troisième étage. C'est un peu au travers de là, c'est un peu un appel qu'on lance au travers de ce webinaire aussi, pour ceux qui partagent cette conviction et souhaitent travailler avec nous avec ces sujets qui sont à la fois très ambitieux, nouveaux et sur lesquels on est en train de défricher et d'essayer de construire les prochaines étapes. Merci beaucoup Antoine, merci à tous, merci Sylvain et merci Catherine pour cette discussion très très enrichissante. Si vous le permettez, le temps file, effectivement, on a prévu un petit temps de questions-réponses. Il nous reste une dizaine de minutes. Donc, si vous le permettez, je pense que vous avez accès aux questions des participants. Peut-être pour démarrer sur la première question qui nous a été adressée par un participant qui est conseiller en gestion des biodéchets. Je pense que c'est une question qui s'adresse à Catherine. Que pensez-vous, Catherine, du concept de la déshydratation thermique des biodéchets pour en retirer l'eau? Est-ce que vous connaissez cette technologie et est-ce que cette eau peut être réutilisée pour arroser les espaces verts ou autres? Je pense qu'il y a plein de choses dans cette question. Mais effectivement, non, je ne connais pas en particulier cette technologie. Cependant, le conseil que je donnerais, au-delà de la technologie en tant que telle,
c'est de s'assurer que réglementairement, on est bien en phase, en tout cas si l'usage est pour la France par rapport à l'usage qu'il en est fait de l'eau à réutiliser, ça c'est clair, donc il y a un enjeu réglementaire. Et puis le poids énergétique, tout ce qui est lié à l'économie circulaire, ou si vous voulez intégrer la circularité de cette solution, par exemple, il faut faire attention à la fois à la façon dont on gère les différentes ressources auxquelles vous faites allusion et la façon, enfin leur poids énergétique. Donc tout ça, c'est un ensemble de critères qui permettra d'établir si la solution envisagée est réellement circulaire. Et pour le coup, vous pouvez vous appuyer sur des choses en cours qui sont en cours de développement avec des outils sur le sujet via Hélène MacArthur ou aussi ce qu'on est en train de faire en normalisation internationale sur ces indicateurs-là de circularité. Cependant, directement pour répondre à votre question en technique, là, il faudrait qu'on regarde un petit peu plus en interne sur le sujet et à savoir si cette solution est efficace. Merci Catherine. Une autre question, alors qui s'adresse ou bien à Sylvain ou bien à Antoine. Pouvez-vous expliquer finalement l'usage de la blockchain pour le suivi des boues d'épuration de bout en bout? Alors j'imagine que c'est une question très concrète. On a un participant qui souhaiterait savoir comment ça se passe de façon très opérationnelle. Tu veux répondre, Antoine? Vas-y, hein. Oui, ben, je peux répondre et puis après, je serais ravi aussi de répondre offline en prolongement de ces webinaires. Concrètement, aujourd'hui, si on prend le chemin, et je vais le faire très rapide, mais lorsqu'elle sort d'une station d'épuration, la boue est pesée via des ponts bascules sur lesquels on récupère les informations qui sont tracées, récupérées par des transporteurs qui ont également sont équipés de smartphones sur lesquels ils vont accuser réception de la prise en charge de cette boue jusqu'au point de transport sur lequel il y aura une nouvelle trace de cette prise en charge. On va ensuite avoir des analyses qui vont être effectuées dans des lots. Ces analyses vont être envoyées à des laboratoires qui vont aussi émettre des traces, ce qu'on appelle des traces. Donc, les analyses vont se transformer en traces. Et puis, lorsque ces lots vont être repris par les sociétés d'épandage, on les a également équipés d'applications mobiles pour qu'elles puissent confirmer la bonne prise en charge de ces boues qu'on subit un traitement jusqu'à l'arrivée au champ. Et donc, à chaque événement, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque événement et chaque transaction, quelque part, génère une trace applicative qui va aller directement dans la blockchain, donc qui va être notarisée. Et ensuite, on s'appuie sur Crystal Chain pour reconstituer l'histoire de chaque lot et réunifier chacune de ces traces. Voilà, je pourrais approfondir si vous voulez, puis je laisserai Sylvain aussi compléter si tu veux apporter quelques éléments. Oui, je voulais compléter, des démonstrations. C'est quelque chose que tu as dit tout à l'heure, Antoine. Ce qui est intéressant, c'est que la blockchain a permis d'accélérer la digitalisation de la filière, parce que jusqu'à l'année dernière, il y a 2 ans, une partie des informations était gérée sur papier. Alors ça marchait très bien et c'était conforme à la charte qualité, mais c'était aussi lourd parce que les informations ne circulent pas bien. Donc avec ce projet blockchain, ça a permis de mettre tout le monde sur le même objectif du partage d'informations. Et là, tu as parlé des applications de smartphone. Avant, effectivement, les transporteurs et les épandeurs travaillaient sur papier. Et donc, ils ont accepté d'utiliser maintenant ces applications smartphone plutôt que le papier. C'est beaucoup plus efficace. Merci Sylvain. Un projet comme ça a un coût. Qui finance le coût de la mise en place de la blockchain? Quelle est la répartition entre tous les acteurs et notamment sur cet exemple des boues d'épuration? Alors, je peux prendre la question. Je pense qu'aujourd'hui, il y a différents modèles, en fait. Les modèles qu'on voit, qui, je trouve, sont passionnants et intéressants, il y a des modèles de consortium où, effectivement, plusieurs grands acteurs se réunissent pour mettre à disposition
co-gouvernance autour de la blockchain, et à ce moment-là, c'est chaque acteur qui utilise la blockchain, qui paye une licence à la blockchain et qui finance en fait globalement le projet blockchain. Généralement, on a pu voir, nous, ce type de consortium sont utilisés lorsque les écosystèmes et la coopération est arrivée à l'échelle et sur des sujets extrêmement matures. Aujourd'hui, dans le cas des bouts d'épuration, ça a été un financement qui a été porté par Suez dans le cadre d'une solution digitale développée par Suez. Les modèles économiques demain par rapport à la blockchain restent encore à définir et à poser. Et puis je laisserai peut-être Sylvain compléter aujourd'hui cette réponse par rapport à d'autres cas que tu peux voir dans d'autres industries. Oui, alors on travaille dans plusieurs industries. Je l'ai dit tout à l'heure, l'alimentaire, le textile. Ça dépend. En fait, ça dépend des cas. Il y a toujours dans ce genre de projet un initiateur, un sponsor. Là, c'est le cas de Suez. Dans d'autres sujets qu'on traite, ça peut être une marque de mode ou une marque de luxe, ou dans l'alimentaire, un fournisseur un producteur de produits alimentaires ou un producteur de matières premières. Et en fait, en général, c'est lui qui finance le développement du projet. Et ensuite, petit à petit, en fonction des intérêts de chacun, on peut être amené à demander une contribution aux autres participants au projet, en fonction de l'intérêt qui s'y trouve. C'est vraiment ça dépend. Parfois c'est l'amont, parfois c'est le milieu, parfois c'est l'aval. Alors, effectivement, on a un client aussi qui est une sorte de consortium, une fédération qui a financé le projet et qui ensuite fait venir les différents participants de son secteur d'activité et leur fait payer un droit d'utilisation. Et ce consortium a été, cette fédération a mis la main, a mis au pot au début pour démarrer le projet. On peut prendre une dernière question puisque nous arrivons au temps imparti sur la question du textile. Alors, c'est deux questions dans l'une, mais est-ce que Sylvain, vous pouvez illustrer un petit peu les applications textiles de la blockchain et puis comment se déroule un projet, quelle est la difficulté? On a également cette question qui porte sur la difficulté de savoir comment la peau d'un animal dans un élevage devient le cuir, puis ensuite est travaillé, vendu, amélioré, transformé. Comment ça se passe concrètement? Et à qui on s'adresse si on veut mener un projet blockchain sur le textile? Il y a plein de questions dans la question. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, nous, on traite des sujets dans la mode, donc le textile, hein, bien sûr. Donc, vous pouvez vous adresser à nous. Alors, je donne un exemple. C'est un des premiers projets qu'on a mené, qui était pionnier à l'époque, qui l'est toujours un peu. C'était pour la société Chargeur, qui fait de la laine éthique, de la laine haut de gamme. Et le projet de traçabilité couvre toute la filière, en fait, depuis les moutons, qui sont en Amérique du Sud, en Australie, jusqu'aux usines de tricotage du fil, en passant par le peignage, la filature et le tricotage. Donc, en fait, on peut, de manière générale, à chaque fois que vous avez une filière, des gens qui collaborent, qui s'envoient des produits, des clients fournisseurs, on peut mettre un projet de traçabilité en place. On n'a jamais été freiné, en fait, parce qu'il y a toujours déjà il y a toujours de l'échange d'informations, il y a toujours de l'information existante. On peut déjà faire beaucoup avec l'information qui est déjà digitalisée. Et on peut exploiter ça, soit pour une marque, savoir mais qui est son fournisseur de son fournisseur de son fournisseur, parce qu'elle ne connaît pas toujours. Et puis, dans certains cas, ou parfois les mêmes cas, communiquer cette information au consommateur. L'écharpe que vous achetez, la laine vient de Patagonie, de cette région-là. Il y a une autre question, alors je vais répondre en même temps à la deuxième question. C'était comment savoir que ça vient de tel endroit. Alors effectivement, dans certaines filières, nous, on fait la filière du pain par exemple, il y a des mélanges. Effectivement, vous avez un silo de grains et le silo a été fourni par plusieurs agriculteurs. Donc on n'est pas capable effectivement pour une baguette de pain donnée savoir que ça vient de tel éleveur, mais par contre on est capable de dire que cette baguette de pain a été faite par cette farine, ce lot de farine qui était fourni par ce meunier, et dont tous les fournisseurs de ce meunier, puisqu'on va vérifier la cohérence des masses, tous ces fournisseurs sont bio et viennent de telle région.
Donc, on ne peut pas donner précisément, mais on peut donner des informations sur l'ensemble des fournisseurs. Et pour le cuir, par exemple, parce qu'on a travaillé aussi sur la traçabilité du cuir, c'est plus simple parce que souvent, les lots restent homogènes. Vous avez un abattoir qui abat des animaux, qui vous fait un lot de peau qui correspond à un lot d'abattage, qui viennent d'un nombre d'éleveurs réduit. Et ensuite, ce lot de peau est ensuite tanné, et c'est ce même lot ensuite qui est utilisé dans une usine. Donc, on a une complète cohérence de la traçabilité. Et d'ailleurs, dans certains cas, on demande à nos clients de rajouter des informations de traçabilité pour être le plus précis possible. Effectivement, l'idéal, c'est de savoir que tel sac, le cuir vient de telle région, précisément. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Peut-être qu'on peut essayer une ou deux encore. Quels sont les autres cas d'usage investigués par Suez dans le domaine de l'eau? Alors, pour l'instant, effectivement, la question est très pertinente, hein, puisqu'on a beaucoup parlé aujourd'hui dans ce autour de l'économie circulaire et notamment des déchets. Et on a effectivement l'intention, et on a aussi des cas d'usage dans l'eau sur lesquels on se penche très sérieusement. À date, malheureusement, c'est des choses qui sont encore trop peu internes sur lesquelles on ne communique pas encore. Donc, ce que je vous propose, c'est que dès que le cas d'usage sort, on puisse réorganiser un webinaire de ce format pour vous présenter effectivement les cas d'usage que souhaite compte lancer dans les domaines de l'eau. Mais c'est effectivement, il y a des vrais sujets aussi passionnants à faire dans le cadre de l'eau. C'est une bonne question. J'aimerais ajouter un point par rapport à ces cas d'usage. Antoine, tu as parlé de recyclabilité. Il y a un sujet qui est maintenant quasiment dans toutes les entreprises, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise et notamment son impact de l'environnement. Et donc, les projets de traçabilité sont très proches de ces idées-là parce qu'il s'agit pour une marque de savoir quel est son impact à elle et aussi l'impact de ses fournisseurs. Donc, plus vous avez d'informations sur les fournisseurs et la manière de produire, plus vous pouvez calculer votre impact. Et notamment quand Suez fournit du plastique recyclé, avec des caractères, et puis l'impact, le bénéfice environnemental de ce plastique, donc le plastique tracé, recyclé avec son impact environnemental, ça peut permettre à une marque derrière qui l'exploite, ce plastique, de calculer son amélioration d'impact environnemental. Et bon, pour rebondir aussi là-dessus, pour revenir sur la question aussi des cas d'usage, ce qui est important, nous semble-t-il, c'est effectivement la pertinence du cas d'usage. Donc, il faut d'abord qu'il ait un impact majeur sur l'environnement, que ce soit au travers de l'eau ou des déchets, mais aussi qu'il soit accessible. Bon, c'est assez classique comme cartographie des cas d'usage, hein, à la fois l'impact et l'accessibilité. L'accessibilité dans le cas d'usage blockchain, c'est aussi la capacité des acteurs de la filière de travailler ensemble. Donc, c'est-à-dire que c'est une accessibilité qui ne dépend pas que de l'entreprise, que de Suez, mais aussi des autres parties prenantes avec qui Suez souhaite collaborer pour mettre en place ce cas d'usage. Et ce qui est sans doute nouveau par rapport à d'autres types d'innovations où quelque part l'accessibilité se résume parfois à mobiliser des ressources internes, mobiliser des budgets, etc., etc. Là, et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de la blockchain, c'est de mobiliser très largement et en dehors de l'entreprise. Alors, une dernière question qui semble également tout à fait pertinente et pour boucler le webinaire. Ce type de technologie est-il envisageable dans les pays émergents? Par exemple, pour appuyer le développement d'un réseau de collecte des déchets, quels sont les prérequis et les facteurs clés de succès? Antoine, tu veux répondre ou Oui, alors je peux répondre et puis je te laisserai. Oui, je pense qu'il y a la technologie me semble tout à fait applicable également dans les pays émergents, parfois même dans certains cas plus facilement peut-être que dans certains pays occidentaux autres. L'une des découvertes qu'on a pu faire aussi dans ce premier retour d'expérience,
c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de processus fortement digitalisés et fortement équipés en IoT, en téléphone mobile et autres pour mettre en place une traçabilité. Ça a même été un accélérateur. Et d'ailleurs, peut-être que dans les chaînes de valeur qui sont déjà extrêmement digitalisées, extrêmement, sécurisées d'un point de vue de l'information, peut-être la blockchain n'arrivera que dans un deuxième temps. Donc c'est et dans certains pays en développement, il y a des cas d'usage autres de la blockchain qui existent, où on utilise, alors un autre aspect de la blockchain, c'est la capacité de crypto-monnaie pour inciter et valoriser le geste de tri. Et du coup, la monnaie virtuelle devient une monnaie de récompense, mais également le jeton de traçabilité. Donc, c'est aussi des modèles qui sont extrêmement intéressants qu'on peut voir en dehors dans des pays en développement. Tu as bien répondu, Antoine. J'allais faire un commentaire technique. En fait, mettre en place un projet de traçabilité, le gros du travail, il n'est pas technique. Il est, comme on l'a dit, Antoine, je l'ai répété aussi, c'est mettre les gens autour de la table et les mettre d'accord sur le projet. Après, connecter tous ces gens-là à la blockchain, nous, on le fait de plein de manières différentes. Je vous ai parlé de la laine qu'on trace. On connecte des éleveurs de moutons en Argentine. Des gens qui sont équipés juste d'un smartphone, même pas, non, pas d'un smartphone, pardon, d'un téléphone normal, et on récupère de l'information par SMS. Donc, on travaille avec des gens qui sont en Asie aussi, dans des contrées très reculées, très peu équipés. Donc, c'est pas tant un aspect technique qu'un aspect d'organisation. Dans certaines filières, effectivement, vous avez plein d'éleveurs qui sont très épars. En Argentine, je vous l'ai cité. Et donc, il faut les mettre à bord du projet. C'est peut-être ça le plus compliqué. Donc, il faut trouver quelqu'un, une coopérative ou un fédérateur qui vient mettre tous ces gens à bord du projet. Le reste, la technique, elle est complètement maîtrisée. On la met en place très facilement. C'est vraiment une question secondaire. Super. Merci à tous pour cette discussion et puis les réponses très pertinentes que vous avez su apporter aux participants. Je m'excuse d'avance pour les réponses qui n'ont pas été traitées. Il y en a beaucoup, mais on n'aura pas le temps de toutes les traiter et je vous propose de vous apporter des réponses par email directement à l'issue de ces webinaires. Et on se fera un plaisir tous de vous apporter des réponses les plus précises possibles. On espère que ce webinaire vous a plu. Un replay sera disponible sur YouTube. Personnellement, je vous remercie de votre présence et puis je laisse à nos participants le soin de vous dire de vous quitter et de vous dire au revoir. Merci, au revoir à tous. Merci pour votre attention. Merci. Merci, bonne journée à tous et merci pour votre écoute. Merci et bon appétit aussi. À bientôt. Au revoir à tous, merci.